Madame Geneviève, bienvenue sur ce webinaire. Je suis Samia Taminou Lawani. Je vais vous présenter en fait un bref exposé ou alors un bref résumé de ce que c'est que le branding. Ok, donc qu'est-ce que c'est que le branding? Le branding, c'est en fait c'est tout ce qu'on met en place. Littéralement en français, c'est traduit comme la marque, mais c'est bien au-delà de ça, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus que la marque, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont véhiculées à travers le branding. Donc, c'est un ensemble d'éléments en fait qui permet de se centrer, de se focaliser sur le client. OK? Et en 2025, la réussite dans le branding concerne aussi bien l'aspect de la personne, le promoteur de l'entreprise ou bien le prestataire de service. Si vous êtes une professionnelle, le prestataire de service compte énormément. Donc, dans un premier temps, j'aurais souhaité je ne sais pas si le son est bon. Faites-moi signe si vous m'entendez. Vous voulez bien me faire signe si vous m'entendez. Merci d'être là. Donc, d'entrée de jeu tout de suite là, on est censé parler de comment est-ce que le branding des biens et des services peut vous aider à construire une marque personnelle et puis professionnelle qui est solide en 2025. Donc, d'entrée de jeu, il convient de revenir sur ce que c'est que le branding. C'est quoi le branding? Comment est-ce que le branding a commencé? Ce n'est pas nouveau chez nous en Afrique, ok? Le branding, parce que depuis l'époque de la Mésopotamie et de l'Égypte, c'est ce qui est répertorié. Mais dans nos traditions, les artisans déjà, quand ils faisaient des poteries au niveau des empires ou bien des royaumes, ils mettaient des marques sur leur poterie et ils marquaient leurs produits avec des symboles particuliers pour pouvoir arriver à identifier le travail. Il en a pas de même avec le bétail. On marquait souvent le bétail au fer pour pouvoir indiquer qui est son propriétaire. Et à la période de l'Europe médiévale, il y a beaucoup de guildes qui imposaient aux artisans, en fait, les guildes c'était plus ou moins ce qu'on appelle, c'était comme des sorciers, qui imposaient aux artisans d'utiliser des marques ou bien des sceaux spécifiques pour pouvoir garantir la qualité de leurs produits. Mais les marchands également utilisaient des logos, des symboles pour pouvoir arriver à identifier leurs produits. Donc, au moment de la révolution industrielle, ce phénomène-là a pris de l'ampleur dans la mesure où il y a eu la production de masse et pendant la période de la production de masse, il y a eu un besoin accru de différenciation. Différenciation des marques comme Coca-Cola qui se sont démarqués des autres produits dans leur industrie et différenciation des produits comme Levi-Strauss avec les jeans qui ont émergé, qui ont pris en mettant l'accent. Allô? Qui ont émergé en mettant l'accent sur leur logo, sur des slogans ou bien des emballages qui étaient parfaitement cohérents. Donc, à ce moment-là, la fidélité et la marque ont commencé par se développer et puis les clients ont commencé dans leur mind à associer la qualité de certains produits avec certains logos, avec certaines couleurs, avec certains visuels ou avec certaines entreprises spécifiques. Donc, on a eu le 20e siècle, là où il y a eu une révolution de publicité, où ça a pris beaucoup plus d'envergure. Et ça, c'est surtout caractérisé par l'utilisation de logos, de couleurs, des formes données qui étaient vraiment reconnaissables et mémorables. Et maintenant, les clients se sont tournés vers la compréhension. Les entreprises sont davantage tournées vers la compréhension des besoins des clients et les désirs des clients pour pouvoir arriver maintenant à s'aligner avec ce que le client vendait. Le branding maintenant à l'ère du 21e siècle, actuellement le branding venant est à l'ère digitale.
Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme histoire au niveau de Internet, le branding a considérablement évolué. Et maintenant, il inclut beaucoup plus que les formes, les couleurs, les messages, mais également toute l'expérience du consommateur, toute l'expérience du client et également la nature, comment l'expérience du client affecte en fait, ou bien comment est-ce que les relations transactionnelles entre l'entreprise et le client affectent la façon dont le client perçoit l'entreprise. Tout ça a contribué au branding. Et actuellement, on parle plus de branding même qui est axé sur des valeurs parce que les marques modernes privilégient l'impact social et des éléments comme des facteurs comme la durabilité environnementale ou bien l'inclusivité pour pouvoir répondre aux attentes des consommateurs. Donc ça, voilà un bref background de ce que c'est que le branding. Maintenant, il y a des éléments clés et des éléments qui ont changé l'approche qui est utilisée par les entreprises en termes de branding. Donc, le premier élément, c'est d'abord que le branding maintenant, puisque les entreprises sont plus axées sur les besoins des clients, c'est important, ça devient plus important maintenant de pouvoir clairement déterminer les besoins du client, les préférences du client, les aspirations également du client. Okay. Donc, c'est devenu beaucoup plus important maintenant d'identifier les aspirations du client. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Aujourd'hui, maintenant, je vous donne un exemple très palpable. Sur Facebook, quand vous êtes sur Facebook, ou bien quand vous êtes sur, bon, je pense que c'est l'exemple Facebook ou bien YouTube, sont les éléments les plus croyants, les exemples les plus croyants. Les algorithmes permettent de déterminer exactement la fréquence à laquelle vous êtes sur la plateforme, vos goûts, vos préférences, le genre de contenu que vous consommez et même d'orienter vers vous des clients ou bien orienter vers vous des publicités pour pouvoir vous faire consommer davantage de contenu. Et ça, c'est pas nouveau. Je pense que j'ai eu à le souligner la dernière fois. Et c'est vraiment une étape vraiment très avancée du niveau de recherche par les entreprises pour pouvoir arriver à atteindre leur clientèle. Donc maintenant, on utilise des sondages, on utilise des enquêtes, on utilise beaucoup d'études, d'analyses maintenant pour arriver à recueillir des données spécifiques sur les clients. Et on peut maintenant, il y a une orientation également qui permet maintenant de valoriser maintenant les bénéfices, mais pas seulement les caractéristiques, mais également les bénéfices que les clients arrivent à avoir, ou bien les avantages que les clients arrivent à enjoy de l'utilisation du produit. Ça met l'accent sur votre offre et comment est-ce que l'offre arrive à impacter la vie de votre client plutôt que le simple fait de décrire ce que votre offre propose. Ça veut dire que lorsque vous avez une entreprise et que vous voulez vendre votre produit, vous ne dites pas seulement au client, par exemple, je vais vendre un téléphone. J'ai un iPhone 12, voilà les fonctionnalités de mon iPhone, ça fait ça. Non, ce n'est pas ce qui maintenant attire l'attention du client. Ce qui attire l'attention du client, c'est votre capacité à pouvoir montrer au client comment est-ce que le produit que vous lui vendez va pouvoir avoir un impact positif dans sa vie. Et comment ça va changer sa vie? Comment est-ce que ça va arriver à couvrir d'autres besoins que lui-même n'avait pas soupçonné. Donc, on travaille maintenant sur l'émotionnel, sur ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, qui couvre et qui décrit les besoins fondamentaux à différentes échelles des clients. Donc, vous avez besoin maintenant également d'utiliser le storytelling et puis les récits qui sont vraiment engageants pour pouvoir arriver à captiver l'attention des clients. Parce que c'est plus facile, pourquoi je vais dire ça? Le niveau il y a tellement d'informations qu'on est en ligne, il y a tellement d'informations, les clients sont bombardés de part et d'autre d'informations de publicité que
c'est important, le défi pour les entreprises dans cette circonstance-là, c'est d'arriver à laisser rester dans la mémoire. C'est d'arriver à rester dans la mémoire du client, ok, le plus longtemps possible pour qu'il puisse se rappeler systématiquement de nous. Imaginez un scénario comme une entreprise comme Coca-Cola, qui est une entreprise qui vend déjà, qui a plus de 100 ans et qui continue de vendre ses produits, qui continue de sponsoriser des matchs de football ou bien des matchs régulièrement. Est-ce que ce n'est pas pour rien? C'est parce que le défi actuellement, c'est d'être at the top of the mind. Être la première image et de ne pas être oubliable, si je peux m'exprimer ainsi, dans le psyché du consommateur ou bien du client. Donc, tous ces éléments sont des éléments qu'on utilise en fait pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs-là. On a besoin, notre défi est que les marques ont besoin de renforcer la confiance et la crédibilité qu'elles ont par rapport aux clients, qu'elles ont vis-à-vis des clients. Donc, on met en avant maintenant les avis des clients. Qu'est-ce que les clients veulent? C'est important d'avoir le feedback des clients, d'avoir les témoignages des clients, d'avoir des certificats, des partenariats, si possible, qui puissent rassurer les clients et les emmener à construire un bond, construire une relation plus durable au lieu d'avoir juste une relation juste transactionnelle avec les clients. Donc, tous ces éléments-là, ensemble, permettent à une entreprise qui est en train de se spécialiser dans le branding de pouvoir avoir tirer certains avantages. Donc, au nom des avantages qu'on peut avoir à travers le branding, je vais vous citer quelques-uns et je vais vous donner des exemples par rapport à ces avantages-là. Mais là, j'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à ceux qui, à tous les nouveaux qui sont là. Je voudrais savoir si vous êtes avec moi, si la qualité du son est bonne et si je peux continuer. Vous êtes là? Faites-moi signe si vous êtes là. OK. OK. Salut, salut. OK, donc pour aller de l'avant, merci, Monsieur Djabar. Bienvenue, Monsieur Nansirou. Donc, pour avancer, en fait, rapidement, je vais vous présenter certains éléments, je vais dire, exemples de comment est-ce qu'on peut utiliser le branding pour se mettre en avant. Il y a différents types d'entreprises. Il y a des entreprises qui sont dans le domaine des services et des entreprises qui sont dans le domaine des biens. Et la dernière fois, je pense, pour ceux qui étaient là, j'avais donné des exercices à faire qui étaient de pouvoir identifier le positioning, essayer de trouver un logo pour leurs entreprises. Une minute, s'il vous plaît. Donc, essayez de trouver un logo pour les entreprises. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas si la plupart d'entre vous avez fait cet exercice-là, mais si vous l'avez fait, je vais vous donner des précisions par rapport à l'exercice. Dans un premier temps, lorsque vous êtes dans un domaine des services, il y a ce qu'on appelle le personal branding. Dans le domaine des services, il y a ce qu'on appelle l'élément qui est la preuve, l'évidence, la preuve sociale. Ce n'est pas possible pour la personne qui est en train d'acheter votre service de voir votre service puisque votre service n'est pas tangible. Et puisque le service n'est pas tangible, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met un élément qui représente le service. Je vais vous donner un exemple. On prend un cabinet d'expertise médicale, une expertise comptable par exemple. Et au niveau du cabinet d'expertise comptable, là, on va prendre un entrepreneur par exemple. On prend l'exemple de Monsieur Jean Agbamavo, qui est l'expert de son cabinet et il rencontre des difficultés à pouvoir faire comprendre à ses... Il est un entrepreneur et il a des difficultés à faire comprendre ses flux de trésorerie et puis les obligations fiscales qu'il a. Tout ça là, va entraîner des opportunités qui vont manquer et puis des amendes qu'il aura au niveau des services fiscaux. Donc,
Si moi je suis le cabinet, si je représente le cabinet d'expertise comptable, je peux lui proposer une solution à son problème qui, pour moi, en tant que cabinet, c'est de simplifier ses finances grâce au service de mon cabinet comptable. Et dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle la proposition de valeur. La proposition de valeur, pour faire court et vraiment simplifier ça, c'est ce en quoi consiste la promesse que l'entreprise fait à son audience, à sa clientèle. Donc, dans le cas de cabinet de comptable, le genre de proposition de valeur qui pourrait intéresser M. Jean Agbamavo, ce serait de lui promettre, de lui apporter des clients, de lui apporter la tranquillité d'esprit et la conformité aux réglementations. Okay. Donc, la promesse que nous pouvons faire à M. Agbamavo, comme je disais plus tôt, c'est que nous puissions lui apporter la tranquillité d'esprit et pouvoir l'aider à pouvoir se conformer à la réglementation et lui offrir également des conseils stratégiques pour pouvoir favoriser leur croissance. Est-ce que c'est quelque chose qu'en tant que cabinet d'expertise, on peut offrir à notre client? Ça fait partie des éléments qui sont les forces et les faiblesses. Les forces du cabinet, oui, on peut vraiment, avec toute confiance en nous-mêmes, en tant que cabinet, faire cette promesse-là au client et puis délivrer. C'est ce que je vous ai appelé, c'est ce que j'ai appelé la dernière fois, le logo et le slogan du logo. Le slogan du logo nous dit, telle la promesse que nous faisons au client. Pour faire court, je vous donne un exemple qui est déjà bien connu. Nike dit just do it. OK? Et c'est la promesse que Nike fait à tous ceux qui achètent ses produits lorsque ceux-ci achètent ses produits. Donc, c'est un peu plus subtil quand il s'agit des services. Mais lorsqu'il s'agit des biens, c'est beaucoup plus simple. Je vais vous donner un exemple pour pouvoir montrer l'importance du branding au niveau des biens. Tout le monde mange des protéines, des œufs, du poisson, de la viande, du poulet, etc. Mais lorsque vous allez au marché, les poulets ne sont pas différenciés de façon claire. Et il y a plusieurs prestataires dans ce domaine-là. Et par rapport à ça, si le branding, une entreprise qui veut se mettre vraiment en avant, elle veut se différencier, et par exemple dans le domaine de la production avicole, que ce soit les poulets ou bien les moutons, les bœufs, cette entreprise peut décider, je donne l'exemple d'une boucherie par exemple, ok? Et la boucherie se spécialise dans différents types de produits, viande et produits avicoles. Le professionnel, le promoteur de la boucherie, peut-être on va dire Monsieur Lamine. Monsieur Lamine peut, il cherche des solutions. On a un professionnel par exemple qui est un restaurant et qui cherche des solutions alimentaires qui sont pratiques, qui sont saines et qui sont savoureuses pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir produire des repas qui va servir au niveau de son restaurant. Mais il a besoin de s'assurer qu'il a la qualité de façon régulière. Il peut aller facilement au niveau de l'abattoir et acheter la viande. Aujourd'hui, acheter quelqu'un, demain acheter notre viande chez quelqu'un d'autre. Mais lorsque la personne est dans la logique de créer une relation qui dépasse, qui transcende la relation simple transactionnelle avec les clients, qu'est-ce qu'il va faire? On va avoir un prestataire de service qui va proposer ses produits à monsieur. Monsieur Lamy va proposer ses produits au restaurant et puis peut décider de faire quelque chose que les autres ne font pas. Au lieu de lui donner de la viande simple, il peut lui décider de donner la viande fumée premium et qui est prête à servir, qui est riche en saveurs avec plein de bienfaits nutritionnels. Donc ça veut dire qu'il a déjà épicé sa viande et il s'est arrangé pour que le produit fini donne vraiment envie. Tout ça va permettre avec monsieur, avec le restaurant, de pouvoir établir une relation, un bond, une relation bien solide. Pourquoi? Parce que il reçoit des produits de qualité. Le restaurant reçoit des produits de qualité qu'il ne pourra trouver nulle part ailleurs. Et dans ce cas-là, la proposition de valeur va pouvoir permettre au restaurant d'avoir un gain de temps, la qualité des ingrédients et avoir un recours irrésistible. Donc, M. Lamine peut se tabler sur cette proposition de valeur-là pour pouvoir mettre en avant son entreprise. Donc, c'est plus ou moins ça.
Est-ce qu'il y a des questions, s'il y a des questions, là, je vais vous recommander de prendre soin, de noter les questions que vous avez là maintenant, parce que c'est une partie qui est assez importante pour la plupart des entreprises et c'est un truc que la plupart des entreprises n'arrivent pas à bien gérer généralement.